Nous ne sommes pas les premiers à habiter les terres de notre village. Un peuple a vécu ici avant nous, avant de disparaître totalement. Des siècles après son départ, nous sommes venus nous installer. Mais il se raconte que les âmes de ce peuple disparu ne seraient pas en paix, qu'elles hanteraient encore les lieux. Ce serait elles qu'on entendrait certaines nuits dans les rues et qu'on verrait dans les recoins sombres des maisons. Et ce soir, je m'apprête à partir à leur recherche. Il est 23h quand je sors de chez moi pour rejoindre la place du village. Les rues sont désertes. D'antiques réverbères les éclairent et leur donnent une teinte orangée presque maladive. Autour de moi, les volets des maisons sont clos, certaines fenêtres sont barricadées par des planches. Les rares voitures que je croise sont garées le long des trottoirs et ne sont pas de première jeunesse. Un petit vent s'engouffre entre les bâtiments décrépits, transportant une odeur de sève et de poussière. Je lève les yeux. La masse sombre de la forêt se découpe en haut de la colline. Elle domine presque entièrement le village. La seule chose plus élevée encore est le château, une vieille ruine dont personne n'ose s'approcher. J'arrive enfin sur la place centrale. L'endroit est aussi désert que tout le reste. Même le bar est fermé. Ici aussi, les réverbères diffusent leur lumière orangée, sauf au niveau de la statue, celle de notre fondateur, le marquis François de Vaubourg. Elle dispose de son propre système d'éclairage, des LED blanches qui donnent un air sévère au marquis. Je m'en approche. D'après les rumeurs, il y a beaucoup de manifestations paranormales autour de la statue. Certains auraient entendu des murmures, des cris, senti quelqu'un les toucher alors qu'ils étaient seuls. Un des anciens du village raconte même y avoir vu la silhouette d'une femme en tenue d'époque. Mais je ne sais pas si on peut apporter du crédit à cette histoire. Les anciens sont alcooliques pour la plupart, et n'ont plus les yeux en face des trous passés l'heure du dîner. Malgré tout, j'espère la voir, cette femme. Tout comme j'espère assister à toutes ces manifestations dont j'ai entendu parler. Plus que cela, j'espère réussir à les filmer, afin d'avoir des preuves que je pourrai poster sur les réseaux sociaux. Avec un peu de chance, cela attirerait l'attention sur moi. Et sur mon village. Je reste quelques instants au pied de la statue, mon téléphone dégainé. François de Vaubourg me toise. Il est encore plus impressionnant vu de près. Je le filme sous tous les angles, et dans le même temps je tends l'oreille. Mais je n'entends rien de particulier. Seulement le souffle du vent dans les branches et l'écho lointain de l'autoroute. Aucun de ces murmures, de ces cris dont on m'avait parlé. Mais il est encore tôt, alors peut-être que... Un mouvement, près du bras droit de la statue. C'est quoi ce truc? Une silhouette fantôme? Celle de la femme peut-être? Mais mon espoir retombe vite. Ce n'est qu'un morceau de tissu. Un de ces voiles qu'on accroche aux fenêtres. Je soupire, le retire et me traite d'imbécile. Je veux tellement voir une manifestation paranormale que je m'en invente. Mais ce n'est pas avec un stupide bout de rideau que je vais faire des vues. J'ai besoin de concret. Je m'attarde près de la statue pendant une quinzaine de minutes, mais il ne se passe rien. Alors je soupire et, déçu, décide d'errer un peu dans les rues. Peut-être arriverai-je à y enregistrer quelque chose de probant. Mon téléphone toujours à la main, je commence à tourner dans le village. Je passe une fois, puis deux devant mon ancienne école. Elle est fermée depuis 10 ans maintenant. Et pourquoi serait-elle restée ouverte? Il n'y a plus un seul enfant. Et ceux qui auraient pu en avoir sont partis pour la plupart. Ou ont disparu du jour au lendemain, comme mon frère. Son départ soudain avait brisé le cœur de nos parents. D'autant qu'il n'a jamais daigné nous téléphoner après ça. Il s'est juste barré sans rien dire après s'être disputé avec notre père. La dernière chose que j'ai vue de lui, c'est sa paire de baskets jaunes fluo et le doigt d'honneur qu'il a adressé à tout le monde. Un goût amer me remplit soudain la bouche et les larmes me montent aux yeux. Je secoue la tête. Hors de question que je pleure, ça va pas? Je suis en train de filmer une vidéo sur la hantise de mon village. Je vais pas me mettre à chialer juste parce que mon crétin de frère s'est tiré. Enfin bref. Je dépasse l'école et continue de marcher un peu au hasard. Les minutes s'égrènent, je commence à désespérer d'enregistrer quelque chose. Les rumeurs peuvent-elles être toutes fausses? C'était quoi ça? Je fais volte-face, braque mon téléphone en direction du bruit. Je n'arrive pas à savoir si c'était humain ou animal. Mon cœur bat à tout rompre. Je tends l'oreille, mais rien. À tous les coups, c'était un renard, une chouette ou un truc du genre. On est entouré par une forêt après tout. Fait chier. L'envie de rentrer chez moi et de me pelotonner sous la couette m'envahit. Ça fait 30 minutes que je suis dehors maintenant. Et la seule chose que j'ai enregistrée, c'est le cri d'un animal et un bout de tissu accroché à une vieille statue. Je vais pas aller bien loin avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je continue ou je laisse tomber? Alors que je pèse le pour et le contre, mon regard dérive vers les ruines du château. Peut-être que je pourrais y aller. Tout le monde dit qu'il est maudit, mais... quel meilleur endroit pour filmer des fantômes qu'un vieux château maudit? Et au pire, si je ne filme rien de paranormal, je pourrais présenter ma vidéo comme de l'urbex. Sans plus d'hésitation, je prends la direction du château. Je passe bientôt devant une pierre dressée. Elle s'élève entre deux maisons et est gravée de tout un tas de symboles. C'est un des vestiges de cette fameuse civilisation qui a vécu ici avant nous. Les vieux pensent que c'est un genre de borne kilométrique ou quelque chose comme ça, mais la vérité, c'est qu'on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y en a plusieurs sur la route qui mène au château, et que c'est le seul endroit dans tout le village où on en trouve. Je commence à monter le chemin sinueux menant aux ruines. Rapidement, mon souffle se fait court, et
Plus je m'éloigne du village, plus l'air se rafraîchit. À nouveau, l'envie de rentrer chez moi me prend, mais pour récupérer un pull cette fois. Ensuite, je ressors. Je me retourne et à l'angle d'une rue, j'aperçois soudain une silhouette de femme. Je me rapproche, mais elle disparaît. Et quand j'arrive à l'endroit où je l'ai vue, il n'y a plus la moindre trace d'elle. Je me dis que c'était peut-être une habitante, se demandant ce que je faisais à monter au château au beau milieu de la nuit. Mais dans le même temps, je souris. Avec un peu de chance, c'est la fameuse femme dont j'ai entendu parler. Ce serait mon premier fantôme enregistré de la soirée. Enfin, si mon téléphone l'a bien filmé, j'espère. Je verrai bien en regardant les rushs de toute façon. Je rentre vite fait chez moi et récupère non seulement un pull mais aussi un gros blouson. Puis à nouveau, je me dirige vers le château. Je passe devant la première pierre gravée et remarque quelque chose que je n'avais pas vu avant. Un morceau de tissu. Une sorte de voile assez semblable à celui que j'ai décroché de la statue, mais roulé en boule à côté de la pierre. Je le ramasse sourcil froncé. Est-ce que ça pourrait être le même? Le vent aurait-il pu le pousser jusque-là? Bizarre quand même. Je le repose et reprends mon chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais revoir ce voile me met mal à l'aise. Comme si... Ok, ça c'était clairement humain. Ce n'était pas un animal. Mais il n'y a personne dans la rue. Serait-ce la femme que j'ai vue tout à l'heure? Malgré l'excitation que je ressens à l'idée que ce pourrait être paranormal, j'ai peur. Mon cœur bat la chamade et mes mains tremblent. J'attends quelques instants, mon téléphone braqué devant moi. Comme aucun autre son ne survient, je décide de tourner les talons. Après quelques minutes, j'arrive devant la grande porte du château. Elle est fermée par un cadenas, impossible d'entrer par là. Alors je fais le tour. Il fait si sombre que je dois allumer la lampe de mon téléphone. Je longe le rempart, cherche un endroit par lequel je pourrais passer. Je tombe bientôt sur une faille dans le mur. Elle se trouve à environ 1 mètre du sol. Je pourrais facilement passer par là. Alors que je commence à escalader, je m'immobilise. Les mises en garde de mes parents et de tous les anciens du village me reviennent. Ce château est maudit, dangereux, il ne faut surtout pas y aller. J'hésite, commence à redescendre, puis me maudis d'être aussi lâche. C'est juste une ruine! Je franchis la faille et me retrouve dans la cour. Le sol est jonché de gravats et il y a une odeur bizarre, de poussière et de vieilles pierres, mais aussi d'autres choses. De la pourriture ou un truc comme ça. Je grimace. À tous les coups, il y a une bête crevée dans un coin. J'espère que je vais pas tomber dessus, mon estomac ne le supporterait pas. J'explore un peu la cour, mais il n'y a rien de bien intéressant. Alors, je décide d'explorer le château, à proprement parler. Je mets quelques minutes à trouver une porte qui ne soit pas condamnée ou bloquée. De l'autre côté, je tombe sur un escalier en pierre et en colimaçon qui monte vers les étages. Je l'inspecte un peu plus avec la lampe de mon téléphone. L'endroit est dans un état déplorable, et je préfère m'assurer que le plafond ne risque pas de me tomber sur la tête avant de faire le moindre pas. Comme ça a l'air d'aller, je m'avance. Je pose à peine le pied sur la première marche qu'un souffle me balaye le visage. Il est glacial et si puissant que mes cheveux volent en arrière. Je m'immobilise. Il est venu d'où ce courant d'air? De l'étage? D'une meurtrière? J'oscille entre la peur et l'exultation. Quelque chose au fond de moi m'incite à faire demi-tour, mais je ne l'écoute pas. Je reprends mon ascension et arrive dans un long couloir plongé dans le noir. Les relents de pourriture sont un peu plus présents ici. Je fronce le nez, dégoûté. La lampe de mon téléphone balaye les murs de pierre, les dalles au sol, le plafond, où pendent des toiles d'araignée. Il fait plus froid ici que dans la cour. Ma respiration forme une fumée blanche, dont les volutes flottent devant l'objectif de ma caméra. Tout est calme, et si silencieux que c'en est oppressant. J'ai presque envie de faire du bruit, juste pour briser ce silence, mais je me retiens. Je risquerais de couvrir quelque chose d'intéressant, comme une voix désincarnée ou... La porte qui sépare le couloir de l'escalier vient de se fermer. C'est une lourde porte, en bois massif, pas le genre qu'un coup de vent peut faire bouger. J'attrape la poignée, tente de l'ouvrir, mais les gonds résistent, alors je tire encore et encore, de toutes mes forces. Rien à faire. J'espère qu'il y a un autre moyen de sortir parce que sinon je suis foutu. Enfin non, je pourrais toujours appeler quelqu'un, mais... Mon regard tombe sur ma barre de réseau. Rien. Aucun signal. Les murs sont si épais qu'ils bloquent tout. Non seulement la porte par laquelle je suis entrée est bloquée, mais en plus je ne pourrais appeler personne en cas de problème. Une vague de panique m'envahit. Je la repousse comme je peux. Reste calme. Il doit bien y avoir une solution. Il est immense ce château, il doit bien y avoir un autre accès. Je m'éloigne de la porte et traverse le couloir. Au bout sur ma gauche, je tombe sur une sorte d'arche. Je la franchis et pénètre dans une grande pièce. L'atmosphère y est particulièrement lourde. J'ai l'impression d'être observée. Je balaye la salle de mon téléphone. Il n'y a personne, pourtant je le sens au fond de mes tripes, il y a quelqu'un. Je suis à l'affût du moindre son, du moindre mouvement. J'éclaire des moellons, une cheminée condamnée, une porte entrebâillée et une silhouette de femme. Je le savais!
Elle disparaît en un éclair, mais je sais ce que j'ai vu. Je cours à l'endroit où elle se trouvait et tombe sur un nouveau couloir. Vide. Et le plafond s'est effondré sur la partie droite, elle n'a pas pu passer par là. Mais il y a une autre porte, au fond à gauche. Mon cœur s'emballe. Une voix en moi me hurle de foutre le camp d'ici. Et je refuse de partir. Il se passe enfin quelque chose. Cette femme est un fantôme, un vrai de vrai. Ça va faire un carton sur internet. Et si c'est quelqu'un qui me fait une blague, j'ai moyen de tourner ça à mon avantage. Je pourrais raconter qu'une folle m'a attaqué ou poursuivi pendant un urbex, un truc du style. Ça marche bien aussi ce genre de vidéo. Je m'avance dans le couloir, droit vers la porte fermée. Je tends la main vers la poignée, mais les gonds tournent sur eux-mêmes. Tout seul, un frisson me parcourt l'échine. D'abord un rire, la porte qui bouge toute seule et maintenant des murmures. D'un côté, je me réjouis d'avoir ce que je voulais. De l'autre, c'est la tête rentrée dans les épaules que je pénètre dans la pièce. Je l'observe attentivement, mais il n'y a personne. Tout ce que mon téléphone éclaire est un vieux meuble à moitié couvert d'un voile. On dirait un genre de bureau. Accroché au-dessus, il y a un tableau. Je reconnais cet homme. C'est le marquis François de Vaubourg. Il est représenté en tenue d'apparat, juste devant une fenêtre qui donne sur une forêt et un village. Vaubourg, j'imagine. Je m'approche du bureau et retire le voile qui le protège. Je ne sais pas ce que j'espère y découvrir, mais je me dis que les gens d'internet seraient curieux de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. J'ouvre un premier tiroir, vide à l'exception de crottes de souris séchées. Je veux en essayer un second, mais la poignée me reste dans la main. Ah! Faudra que je retire ça au montage. J'ai pas trop envie qu'on me prenne la tête dans les commentaires parce que j'ai cassé un meuble de je ne sais quel siècle. Le troisième tiroir s'ouvre, lui, et il semble plutôt prometteur. Il y a un carnet à l'intérieur, marqué des initiales FDV, comme François de Vaubourg. Je le prends, mes doigts tremblent. Est-ce que ce serait le journal intime du marquis? Peut-être que je vais découvrir un secret sur notre fondateur, qu'il a participé à un grand événement historique, une bataille décisive ou autre. Ça aussi, ça attirerait l'attention. Je tourne la couverture et fais face à une déception. Ce n'est pas un journal intime, mais un carnet à croquis. Le marquis a dessiné un paysage qui m'est familier. Je suis pas sûre, mais on dirait le village. Enfin, l'endroit où il se trouve. Là, la forêt, les collines. Il y a aussi les pierres dressées, celles de l'ancienne civilisation. Sauf qu'elles sont plus nombreuses. Et il y a aussi des statues et un genre d'église. Mais pas celle du village que le marquis a fait construire. Celle-ci est ronde, sans clocher ni croix. Mais c'est clair que c'est une église. Ou un genre de temple en tout cas. C'est bizarre. On m'a toujours dit que cette civilisation avait disparu des siècles avant l'arrivée du marquis. Que la végétation avait alors recouvert toute trace de son existence, à l'exception des pierres gravées. Mais je sais pas. Cette espèce d'église, les statues, tout ça, ça m'a l'air entretenu quand même. Peut-être que François de Vaubourg les a découvertes en défrichant les lieux. Cette explication ne me convainc qu'à moitié. Je tourne la page. Les croquis suivants représentent les pierres dressées, accompagnées d'annotations que je n'arrive pas à lire. Et puis, je tombe sur le dessin d'une femme. Elle a l'air jeune, triste ou en tout cas apeurée. Elle porte des vêtements amples, ses cheveux sont dissimulés sous une sorte de coiffe et... C'est peut-être moi qui imagine des choses, mais je suis sûre que c'est elle que j'ai vue dans l'encadrement de la porte tout à l'heure. Je ne l'ai aperçue que très furtivement, mais je le sens au fond de moi, c'était elle. Je vérifierai sur mes rushs une fois rentrée, mais je suis sûre de ce que j'avance. C'est donc elle, le fantôme de Vaubourg? Mais qui est-elle exactement? L'épouse du marquis, sa fille? Pourquoi est-elle habillée avec des vêtements aussi pauvres dans ce cas? Les pages suivantes m'indiquent qu'elle n'était pas sa fille. Ou alors cet homme était un tordu. Il l'a dessinée nue à plusieurs reprises. Je doute qu'elle ait été consentante pour poser son vêtement. Je lève un regard réprobateur vers le portrait du marquis puis continue de faire défiler les pages. Sur la dernière, la femme est représentée devant l'espèce de temple, entourée par des gens de tous âges. En dessous du dessin, il y a une annotation que je peux lire cette fois. Ils devront bien partir d'une manière ou d'une autre. Je fais volte-face, juste à temps pour voir une silhouette s'enfuir de la pièce. J'en reste statufié. Mon cœur bat si fort et le sang pulse tant dans mes veines que c'en est douloureux. Le bureau se met soudain à trembler dans mon dos. Je crie, m'éloigne à reculons. Le tableau se décroche du mur et s'écrase au sol. La terreur s'empare de moi. Je m'enfuis de la pièce, franchis le couloir. Un vent glacial venu de nulle part fouette mon visage. Des murmures incompréhensibles sifflent à mes oreilles. Je rejoins la première pièce, commence à la traverser. Je suis sur le point d'atteindre l'arche quand quelque chose emprisonne mes chevilles. Je crie de peur et de surprise, chute en avant. Mon corps percute si lourdement le sol que j'en lâche mon téléphone. La douleur irradie dans ma poitrine, mon souffle se bloque pendant quelques secondes. Tant bien que mal, je parviens à ramper jusqu'à mon portable.
Je me retourne pour voir ce qui m'a fait tomber. Et je peste. Un voile! Un putain de voile! Il s'est entortillé autour de mes jambes. C'est sans doute celui qui protégeait le bureau. J'ai dû l'entraîner avec moi sans m'en rendre compte. Je me dégage avec des gestes rageurs. La douleur irradie toujours dans mes côtes. J'espère que je me suis rien cassé. En parlant de casser, je jette un œil à mon téléphone. Et fait chier! L'écran est fendillé. Pas assez pour être inutilisable, mais quand même, merde! Et tout ça à cause d'un bout de drap à la con. Je me relève et me dirige vers l'arche. Je n'ai plus aucune envie de rester dans ce château maintenant. Je veux juste rentrer chez moi et me coucher dans mon lit. Ce que j'ai filmé devrait être suffisant pour attirer l'attention de quelques personnes sur les réseaux. Alors que j'atteins le couloir, je me rappelle une chose. La porte est bloquée. Je ne vais pas pouvoir reprendre l'escalier comme à l'aller. Et de ce que j'en ai vu, il n'y a pas d'autre accès. Juste la grande pièce et le couloir qui mène au bureau. Je fais comment maintenant? Voilà que je recommence à paniquer. Reste calme. Il y a forcément une solution. J'ai peut-être mal regardé. Peut-être qu'il y a une autre porte dans la pièce principale, ou peut-être que la partie droite de l'autre couloir est plus praticable qu'il en a l'air. Au pire, je peux essayer de décoincer la porte. Je teste ces différentes hypothèses, toutes tombent à l'eau. Même en tirant à deux mains et en ayant un pied en appui sur le mur, la porte de l'escalier ne bouge pas d'un millimètre. La grande pièce, elle ne possède que 2 accès, celle que je connais déjà. Quant à la partie droite de l'autre couloir, elle est impraticable. Peut-être qu'en déblayant les gravats, je pourrais me dégager un passage. Et l'accès à une sortie. De toute façon, j'ai pas tellement d'autre choix. Je pose mon téléphone contre le mur, histoire qu'il continue à m'éclairer, et m'attelle à la tâche. Après environ 1 heure, je suis exténuée. Mon front est en sueur et mes côtes me font plus mal que jamais. Je m'arrête pour souffler et regarde ce qu'il me reste à faire. Le désespoir m'accable. Je vois l'autre bout du couloir, mais il n'y a aucune porte. C'est un cul-de-sac. La seule chose qu'il y a, c'est un tableau du marquis. Soudain, un détail m'intrigue et repousse ma colère. François de Vaubourg n'est pas seul sur le tableau. Je récupère mon téléphone et prudemment, je m'approche. La femme. Elle est présente, elle aussi, en arrière-plan. Et... quelque chose accroche la lumière sur le sol à côté du tableau. Je me penche pour vérifier et ramasse une clé de voiture, et de la même marque que celle de mon frère. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Et comment ça a fini derrière un éboulement? Alors que je me redresse, la clé dans la main, je remarque que le tableau n'est pas tout à fait collé au mur. Il y a un espace d'environ 2 cm derrière. Mon cœur s'emballe. Est-ce qu'il pourrait y avoir un passage dissimulé derrière? Je repose mon téléphone et les clés et m'empare du cadre. Peut-être que je me fais des idées et que j'ai juste regardé trop de films, et au point où j'en suis... Je décroche le tableau, commence à pivoter sur moi-même. Je lâche le tableau, me précipite pour récupérer mon téléphone. Le couloir est vide. Pourtant, j'ai bien entendu quelque chose, j'ai pas halluciné. Est-ce que c'était la femme? Celle du carnet à dessin et du tableau? Mais à quoi elle joue? Qu'est-ce que vous me voulez? Viens. Je fais volte-face. Mon téléphone éclaire une ouverture dans le mur, et la silhouette d'une femme qui disparaît dans les ténèbres au-delà. Mon instinct me met en garde, je ne dois pas aller là-dedans. L'odeur de pourriture y est plus forte que partout ailleurs, et j'ai l'impression qu'on cherche à me piéger. Mais je ne peux aller nulle part. Le seul autre accès est bloqué et je n'ai pas de réseau. Je prends sur moi, enfouis mon nez dans le creux de mon coude et franchis l'ouverture. Le cuir de mon blouson recouvre un peu la puanteur environnante, mais pas totalement. La nausée me monte à la gorge. Autour de moi, les murs suintent et sont recouverts de mousse. Une humidité glaciale envahit l'atmosphère. Le sol est irrégulier et descend en pente douce. Au bout d'un moment, le souterrain forme un coude. Des parois rocheuses remplacent les murs. À l'évidence, je m'enfonce sous la colline. Et plus je m'éloigne de la surface, plus ma peur grandit. Quelque chose crisse soudain sous mes pieds. Je baisse la tête. Et il y a des gravillons et des ossements. De tout petits ossements, de rongeurs sûrement. Ça me dégoûte. Je les évite au maximum tout en continuant d'avancer. Au bout d'un certain temps, la pente se redresse. Je suis arrivée au fond du souterrain. Et n'est-ce pas de l'air qui souffle sur mon visage? Il doit y avoir une sortie pas très loin. J'accélère le pas, le plafond s'élève au-dessus de ma tête, les parois s'écartent, j'y suis presque, j'en suis sûre. Encore quelques mètres et le sol plonge soudain devant moi. J'ai juste le temps de m'arrêter pour éviter de chuter. Je recule, terrifiée. Un gouffre me barre la route, impossible de continuer dans cette direction. J'ai fait tout ce chemin pour rien. Non, merde, putain, je veux sortir. Je lève mon téléphone au-dessus du vide. Peut-être qu'il y a un moyen de descendre et de passer de l'autre côté. Peut-être que c'est moins profond qu'il n'y paraît. Mon téléphone éclaire quelque chose de pâle et longiligne. Je plisse les paupières et observe avec plus d'attention. Et plaque ma main contre ma bouche pour retenir un cri. Des os, humains cette fois. Ils sont empilés les uns sur les autres, recouvrent le fond du gouffre, aussi loin que porte la lampe de mon téléphone. Je suis au-dessus d'un charnier. Des vêtements s'attardent autour de certains squelettes. Des bouts de tissu déchirés et là...
Cette robe, on dirait celle de la femme. Et ces habits, là, on dirait ceux que portaient les gens qui l'entouraient, sur le dessin du marquis. La notation me revient en tête, et la vérité me frappe. Ils devront bien partir d'une manière ou d'une autre. Cette civilisation, celle qui occupait les lieux avant que le marquis ne bâtisse Vaubourg, elle n'avait pas disparu depuis des siècles quand il est arrivé. Elle était toujours là, et il l'a massacrée pour prendre ses terres. Il a jeté les cadavres dans cette fosse et a bâti son château par-dessus pour cacher ses crimes. Je suis horrifiée, j'ai envie de vomir. Mon téléphone continue de balayer la fosse. La lumière tremble, mais éclaire toujours plus d'ossements. Et puis soudain, aux abords du gouffre, des corps plus récents. Certains sont momifiés, d'autres ne sont guère plus que des os avec quelques lambeaux de chair, mais les tenues qu'ils portent, des jeans, des chemises. Je repense à tous ces gens du village, partis du jour au lendemain sans jamais donner de nouvelles. On pensait qu'ils avaient rejoint la ville sans se retourner, mais... Et si c'était eux, là en bas, avec les autres cadavres? Je secoue la tête, refuse cette idée terrifiante. Et puis je les vois. Les baskets jaunes fluo, celles de mon frère. Je refuse d'en voir davantage. Je me retourne, bien décidée à fuir cet endroit. La femme est là. Elle me fait face, un rictus haineux tord son visage. Sa bouche s'ouvre d'une façon démesurée, un cri s'en échappe. Ils devront bien partir, d'une manière ou d'une autre. Elle se jette sur moi, je bascule en arrière, dans le vide. Ma tête percute le sol, une douleur atroce m'envahit, puis les ténèbres. La lumière du gyrophare teinte de bleu les murs des maisons environnantes. Carnet à la main, l'agent de police écoute la déposition des parents. Leur enfant a disparu. Ils l'ont vu hier soir au dîner, depuis plus de nouvelles. Puis il part d'une histoire de vidéo pour documenter des trucs paranormaux. Le policier se retient de lever les yeux au ciel. Ce que ces conneries de chasse aux fantômes le gonflent. Il ne compte plus le nombre de mômes qu'il a dû dégager de lieux privés soi-disant hantés. Cela dit, il doit bien admettre qu'il y a un truc bizarre avec ce village. Ce n'est pas la première fois que ses collègues et lui interviennent pour des histoires de disparition ici. Mais les enquêtes ne mènent jamais à rien. Alors on conclut à un départ volontaire. C'est sans doute ce qui s'est passé ici aussi. Il reste encore quelques minutes avec les parents, puis retourne à son véhicule. Une femme l'observe à l'angle d'une rue. Elle est habillée comme si elle allait à une fête médiévale. Il fronce les sourcils, l'interpelle, mais la femme esquisse un sourire avant de disparaître. Il secoue la tête. Une marginale sans doute. Il ne va pas lui courir après en tout cas. Tu en penses quoi ? Lui demande son collègue alors qu'il roule hors du village. Que ça va être comme les autres fois. On va chercher, rien trouver et passer à autre chose. Va finir par plus y avoir personne dans ce village à ce rythme. Il acquiesce, mais ne peut réprimer un frisson quand, par la fenêtre ouverte, il lui semble entendre le rire moqueur d'une femme.